Bonjour, on m'entend bien? Ok, parfait. Je suis venu vous parler d'IA dans le cadre d'une petite expérience que j'ai fait chez OVH. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais me présenter. Je m'appelle Wilfried, ça fait 8 ans et demi que je suis chez OVH. Et j'ai l'immense plaisir d'avoir deux équipes. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma première équipe, l'équipe Database. Notre métier, c'est de fournir un service de base de données managé en interne à nos équipes métiers, nos équipes produits qui permettent à notre système d'information de fonctionner. Et on a à cœur d'accompagner la totalité de nos utilisateurs sur la partie expertise base de données. Et en toute transparence, dans une slide, je vais parler d'IA. Je vais parler d'un produit OVH qui s'appelle AI Endpoint. Et c'est tout, ça dure une slide, c'est pas du tout un placement de produit. Pour vous donner une idée de notre périmètre, on est 9, si je m'y compte, et on essaye de soutenir 800 développeurs. En 2026, les développeurs, ceux que je présente, le chiffre là, 800, va rapidement croître parce qu'on a tous les métiers annexes qui ne font pas de la tech habituellement, qui vont se mettre à faire de l'ordinateur, comme j'aime bien le dire, à vibe coder des applications, et donc, à un moment ou à un autre, avoir besoin de bases de données. On n'a pas encore vu arriver la première vaguelette du raz-de-marée, mais je suis persuadé que ça va arriver. Tous les métiers support, les PO, les PM, les sales, aujourd'hui, ils ont les moyens de se lancer dans la tech. Le système d'information d'OVH aujourd'hui, c'est plus de 1500 bases de données, pas toutes Postgres. On a du MySQL, on a du Redis, on a du Mongo, on a du ClickHouse, on a tout ce qui est nécessaire à nos utilisateurs. Mais ce n'est pas ce chiffre-là qui doit vous marquer, c'est les chiffres qui sont juste en dessous. Quand je vous disais qu'on a à cœur d'accompagner nos développeurs avec notre expertise, on a poussé le bouchon jusqu'à relire toutes les modifications de schéma de toutes les bases de données du système d'information. Si un développeur dans l'entreprise veut rajouter un index, ça passe par mon équipe et on va pouvoir l'accompagner sur la pertinence ou pas de l'index. Donc forcément, j'ai trivialisé. Create index, normalement, ça devrait aller, mais on revoit aussi la totalité des data models, des fonctions et tout ce qui est afférent au data model de toutes ces bases de données. Ça fait 10 ans qu'on travaille assidûment à former nos utilisateurs, à les accompagner tous les jours avec de la documentation, des workshops, de l'accompagnement, des jeux de questions-réponses. On est arrivé aujourd'hui à 20 changements de schéma par jour qui sont relus par mon équipe. Ça peut paraître pas grand-chose, 20, mais ça, c'est en plus de tout le travail qu'on fait à côté. Et certains schémas, on les relit plusieurs fois. Et certaines modifications font 300 lignes. Et c'est naturellement que je me suis posé la question, comment accélérer avec de l'IA pour mon équipe et pour nos développeurs. Sûrement comme vous, on a des canaux de communication asynchrones par écrit. Chez nous, on utilise Webex, certains utilisent Slack. Finalement, peu importe. Ce qui est important, c'est les échanges qu'on a avec nos utilisateurs. J'ai remarqué que j'ai une requête lente. J'ai un problème à normaliser ma donnée. C'est bizarre. Depuis la semaine dernière, on a remarqué qu'on faisait plus d'IO disk depuis qu'on a mergé 7 PR. Mais on ne comprend pas bien pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous aider? Toutes ces questions prennent du temps, beaucoup de temps, et c'est nécessaire pour l'entreprise d'y apporter des réponses. Mais on est clairement dans un modèle qui ne scale pas. 1500 bases de données, 800 utilisateurs, 9 êtres humains
qui répondent à tout ça, à un moment ou à un autre, ça va pas marcher. Et c'est de là que m'est venue l'idée de créer Luc, un service qu'on propose depuis 3 mois à nos développeurs. Je pense que vous avez tous remarqué le petit clin d'œil que j'ai essayé de faire ici. Tout simplement, Luc est un serveur MCP. Je vais vous laisser prendre la photo et après je change. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un MCP, je vais essayer de trivialiser et de l'expliquer, mais vraiment très très vite. Un MCP, c'est une API pour un agent IA, tout simplement. Là où on parlerait de route d'API, on va parler d'outils. Et donc, l'agent IA, configuré pour utiliser un MCP, va utiliser un outil pour avoir accès à une ressource. Typiquement, le MCP, on va pouvoir le dire, est-ce que tu peux me créer une instance de base de données qui s'appellerait Toto et qui serait dans la région A, en langage naturel. L'agent va traduire cette demande, utiliser l'outil, mettre les bons paramètres et s'assurer du bon déroulement. En partant de cette idée, j'ai créé Luc avec une première contrainte qui est extrêmement forte. C'est qu'à aucun moment, jamais, je ne veux qu'un agent IA ait accès à mes bases de données de production. Même si c'est pour faire de l'introspection. Même si c'est pour aller faire un explain. Même si c'est pour aller regarder des statistiques. Je ne veux jamais voir ça aujourd'hui. C'est des bases de production qui sont extrêmement critiques pour soutenir une activité. La moindre glissade d'un agent IA pourrait avoir des effets catastrophiques. L'idée est la suivante. On a un pipeline de CI/CD qui produit des artefacts. Ces artefacts sont tout simplement le schéma de toutes nos bases de données tel qu'on le récupérait dans un pgdump. On va aller le stocker dans un repo d'artefacts. Et Luc, au démarrage, et à une fréquence régulière, j'ai choisi de le configurer à 1 heure, va aller récupérer la totalité des schémas sur la branche main, puis charger tous ces schémas dans un PostgreSQL éphémère en mémoire. Tout ça, ça se passe dans Kubernetes. Donc au démarrage de Luc, je vais avoir mon pod Luc qui sera accompagné de son pod Postgres et il va matérialiser tous ces schémas. Donc en gros, j'ai un PG avec 1000 schémas. Luc va exposer plusieurs outils. Donne-moi la liste de toutes les bases de données, tous les schémas que tu connais. Pour chacun de ces schémas, donne-moi la liste de toutes les tables. Pour toutes ces tables, donne-moi le détail de la table, etc., etc. Et ensuite, mon développeur, équipé de son agent, configuré pour utiliser le MCP, va pouvoir venir consommer toutes ces informations. Un élément très important, c'est qu'à aucun moment, je ne m'attends à ce que Luc soit utilisé par un être humain. Luc a été designé pour les agents IA. C'est très peu c'est utilisable par un être humain. Si un être humain veut utiliser Luc, il peut, mais c'est pas la cible. C'est pas digeste pour un être humain. C'est lisible, mais c'est pas digeste. La première approche que j'ai eue avec Luc, c'est une approche naïve où je me suis dit, bon, finalement, il n'y a pas besoin de développer un MCP. Il suffit juste de prendre le schéma et de le donner à mon agent. Pour un schéma avec une table, ça va encore. Pour un schéma qui est chez OVH, qui contient la définition de tout notre catalogue de produits, on a saturé le contexte. Le contexte, dans le cadre de l'IA, c'est la totalité des tokens qu'on veut utiliser quand on échange avec une IA. Certains modèles les plus chers ont
1 million de tokens en contexte. Pour les plus modestes, on a 128 000, 250 000. Ça va très vite. S'il faut charger la totalité du schéma plus la totalité des besoins métiers qu'on cherche à adresser, on se retrouve très vite à saturer le contexte. Et c'est pour ça que on a introduit ces 8 outils dont je vous ai parlé pour permettre à l'agent de découvrir de manière progressive un schéma. Au lieu de récupérer la totalité du schéma, il va récupérer la liste des tables et uniquement les tables dont il a besoin pour répondre à la question. Et grâce à ça, on est plus économe en contexte et comme on est facturé au token, c'est beaucoup moins cher. Pour vous en convaincre, quand je vous disais que ce n'était pas très digeste, à gauche, vous avez ce que vous pourriez avoir avec PSQL. C'est l'affichage que vous connaissez probablement mieux que moi depuis des années. Et à droite, c'est ce que Luc retourne. Donc là, c'est un simple listing de tables, mais ça peut devenir beaucoup plus compliqué à lire quand il s'agit de la description d'une table. Ici, c'est une table qui s'appelle quote. Et encore une fois, c'est l'affichage que vous connaissez depuis des années que j'ai retranscrit dans un format JSON. Et ça, les agents IA, ils aiment bien le JSON. C'est facile à manger. Comme je vous le disais en introduction, on a fait des choix forts avec Luc et ça a introduit des contraintes, des choses que Luc ne peut donc pas faire. Il ne peut pas faire d'explain parce qu'il n'a pas le nécessaire pour répondre de manière accurate. De même, les schémas, je les rafraîchis à intervalles réguliers, toutes les heures, je vous disais. Si bien que si un développeur déploie une modification en production, il va attendre au maximum 1 heure pour que Luc soit au courant de ces modifications. Alors, c'est facile à corriger, on pourrait faire de l'événementiel, mais comme je vous ai dit, c'est une expérience qui a 3 mois et aujourd'hui, on n'a pas jugé nécessaire de corriger l'une de ces 3 limitations. Et peut-être que ça arrivera, et à ce moment-là, on le prendra en compte. Après 3 mois, j'étais très surpris en préparant cette présentation. Sur nos 800 développeurs, on a vu par pic pas du tout d'utilisation, un tout petit peu d'utilisation, on est monté jusqu'à 10% d'utilisation de nos développeurs. Bien évidemment, dans ce chiffre, j'ai exclu mon équipe qui se sert de Luc aujourd'hui pour essayer de répondre de manière plus précise et plus rapide lorsqu'il y a des changements dans une PR. Et les profils des utilisateurs qu'on a vus utiliser ce nouveau service, c'est soit des profils que je considère AI curieux, donc ceux qui veulent découvrir un petit peu l'IA et qui font partie des early adopters, ou alors totalement à l'opposé du spectre, et c'était là l'une de mes surprises, on a des experts métiers, parmi les meilleurs développeurs qu'on a chez OVH, ils se sont mis à l'utiliser. C'était très surprenant pour moi, parce que du coup, ils sont en maîtrise de leur périmètre, ils sont en maîtrise de leurs outils, et pour autant, ils sont venus utiliser ces outils et ils ont trouvé une valeur. Et il y a un troisième profil qui commence tout juste à apparaître, c'est le cas de onboarding. Une nouvelle personne arrive dans l'entreprise ou sur un nouveau projet ou fait une mobilité interne, il a tout à découvrir. Et habituellement, c'est fait de pair à pair. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous faites les choses, comment vous avez architecturé votre base de données? Maintenant, il demande à l'IA de lui expliquer la base de données, réaliser des audits sur les schémas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ok, mais comment ça se traduit dans le code? Tout ça, ils font un premier jet en utilisant de l'IA, parce que l'IA a accès à ces informations. Pour autant, je n'étais pas très satisfait
de ce taux d'adoption, bien que ce soit très jeune. C'est pour ça qu'il y a eu un épisode 2. Et ça, j'étais pas au courant qu'il allait avoir un épisode 2 quand j'ai proposé cette présentation au cours du CFP. On a aussi essayé d'ajouter de l'intelligence artificielle au moment de la relecture des schémas. Comme je vous disais, on relit et on merge 20 modifications par jour. Ça nous prend du temps et les développeurs, tant qu'on n'a pas relu, ils nous attendent. Ça fait 8 ans qu'on y est, on a très assidûment automatisé la review. On regarde plein de trucs. Pour autant, on a quand même besoin d'une double review. Une review côté métier pour s'assurer que la feature request, que la user story est correctement adressée, et une review côté DBA pour vérifier que c'est adressé de la manière la plus optimale en termes de base de données. Pour vous modéliser un petit peu ce qui se passe, un développeur, avec ou sans IA, fait une demande de changement. Il ouvre une pull request, et il y a la double review dont je vous parlais, mais en parallèle, ça va venir déclencher les workflows de CI/CD, et c'est précisément à cet endroit-là qu'on a mis de l'IA. On va récupérer la modification et solliciter une IA avec un prompt sur lequel on a pas mal itéré. On a écrit un skill. Un skill, de manière très triviale, c'est globalement un ensemble de prompts avec des ressources qu'on va venir donner à l'IA. Le skill, on ne l'a pas écrit from scratch. On s'est appuyé sur des ressources qui sont disponibles publiquement. On a utilisé celui de Timescale et celui de PlanetScale qu'on est venu ajuster, agrémenter avec ce que nous, on aime voir dans nos bases de données. Et ce skill, non seulement on s'en sert dans notre process de CI/CD, mais on l'a aussi mis à disposition de tous nos développeurs. Comme ça, c'est une source de vérité unique sur comment designer efficacement une base de données chez OVH. Et donc, on va pouvoir prendre la modification, le skill et demander à l'IA, est-ce que cette modification est pertinente? Est-ce que tu vois des recommandations? Est-ce qu'il y a des choses qui ne devraient pas passer? Et la partie recommandation est extrêmement importante. Ce n'est pas l'IA qui va décider de bloquer ou pas. C'est juste des recommandations pour à la fois les développeurs, mais à la fois aussi les DBA. Et on a le dernier mot pour savoir si, oui ou non, une recommandation est légitime. Et ça nous fait gagner du temps. À la différence de Luc, où les développeurs avaient besoin d'adopter l'outil, de l'intégrer dans leur quotidien, là, avec la partie CI/CD, nous avons pleinement le contrôle sur ce qui est fait et on l'a appliqué à la totalité de nos bases de données. On a itéré sur plusieurs choses, sur les prompts, le skill, mais aussi les modèles. Il y a les modèles qui sont dits frontières, peut-être que vous en connaissez certains. C'est des modèles en général qui sont closed source et qui coûtent relativement cher. Et ensuite, il y a les modèles qui sont dits open weight, qui est équivalent d'open source. Et c'est ce qu'on a choisi d'utiliser. On a itéré progressivement et on a vu une nette amélioration. On a commencé avec GPT-OSS 20B, qui est un ancêtre de ChatGPT. On est passé au modèle du dessus, GPT 120. On a déjà vu que c'était mieux. On est passé à Qwen 3, Qwen 3.5. Et là, aujourd'hui, on est à Qwen 3.6 que j'ai mis hier. Et à chaque incrément, on a vu une nette amélioration. En plus d'itérer sur le modèle, on a itéré sur le prompt. En relisant chacune des recommandations générées pour chacune des modifications, on a pu voir des éléments qu'on aimait voir et du coup, on a essayé de les mettre en avant
et des éléments qu'on trouvait qui n'avaient pas de sens. Et du coup, on a spécifié à l'IA qu'on considérait que c'était des faux positifs ou alors c'était des éléments qu'il ne fallait pas mettre en avant. Et les premiers retours qu'on a, bien que ce ne soit pas stable, sont très positifs, en particulier sur la partie skill. Alors je vais vous le dire, on est entre nous. Ça, c'est le DSI d'OVH qui l'a dit. Le DSI d'OVH passe son temps à faire de l'ordinateur. Il utilise toute notre plateforme interne et il a une expérience très concrète de ce qu'on propose, pourquoi on le propose et de la valeur ajoutée. Il fait partie de mes early adopters sur la partie Luc et sur la partie skill et c'est lui qui me fait des PR de 300 lignes. Depuis que je lui ai filé le skill, il me dérange moins à 18h30 pour me poser des questions. Est-ce que oui ou non, sa modification, elle est censée? Ce que je voudrais que vous gardiez en tête aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus une valeur ajoutée à mettre en place ce type d'outil, mais surtout, c'est accessible. Luc, je l'ai développé quasiment les mains dans le dos. Et j'étais pas encore assisté par de l'IA. Il y a 8 routes d'API, il faut faire des selects dans une base de données. C'est accessible. Aujourd'hui, si vous utilisez des outils pour développer en mode agentique, la vraie complexité, c'est d'avoir l'idée, c'est de définir ce qu'on veut faire et ensuite l'IA est capable de produire le code. On aime ou on n'aime pas la qualité du code, on aime ou on n'aime pas l'architecture du code, mais si vous demandez à votre agent IA de vous écrire l'équivalent de Luc, il va y arriver. Mais il n'est pas là le vrai challenge. Après 3 mois, j'ai beaucoup d'hypothèses, j'ai beaucoup de questions. Et la première, en toute franchise, je me demande, est-ce que j'ai répondu au bon problème? Est-ce que permettre aux développeurs de demander à leur IA, est-ce que mon schéma il est bien? Est-ce que tu peux m'aider à faire évoluer mon schéma? Est-ce que c'est vraiment là le goulot d'étranglement? Je sais pas. Peut-être. Peut-être que c'est autre part. Est-ce que j'ai surestimé l'adoption de l'IA dans le quotidien de nos développeurs? Aujourd'hui, là, on doit être 60, un truc comme ça, même pas. Qui utilise de l'IA quotidiennement dans ses tâches afférentes à la base de données? Ouais. C'est même pas la moitié. Donc je suis un petit peu sévère quand je vous dis que le taux d'adoption est à 10%. En vrai, peut-être que c'est normal. J'ai peut-être surestimé, comme moi je fais partie des early adopters, je me dis que c'est une évidence. Tout le monde se rend compte de la plus-value et donc tout le monde va s'en servir. En fait, non. En fait, peut-être qu'ils n'ont pas besoin ou peut-être que tout simplement, c'est trop tôt. Le niveau de confiance, le niveau d'accessibilité, le niveau de compréhension autour de l'IA, comment ça marche, qu'est-ce que ça fait. Peut-être que c'est tout simplement trop tôt pour ce genre d'outil. Je ne sais pas, c'est que des hypothèses ouvertes et je vais continuer à chercher ces réponses. Et mon plan est d'aller rencontrer mes utilisateurs, rencontrer ceux qui s'en servent, mais aussi ceux qui ne s'en servent pas. Leur demander comment je leur donne de la vélocité dans leur journée. On a choisi d'utiliser Goose, qui est un outil open source, mais en vrai, on aurait pu le faire avec n'importe quel autre outil. On va continuer d'itérer là-dessus pour rendre le résultat de plus en plus pertinent. Et enfin, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en place un pont entre la review dans la CI/CD et la lier avec Luc pour rendre encore plus pertinent la relecture de schéma.
J'espère que je vous ai convaincu. La partie code, c'est la partie facile. Encore plus avec de l'IA. Le vrai challenge aujourd'hui, c'est quelle est la valeur ajoutée que je cherche à amener. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon problème à résoudre? J'ai pas de formule magique. J'ai pas de certitude. Je vais continuer de chercher. Je vais continuer d'itérer. Merci beaucoup. Je vais prendre vos questions. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que dans ta chaîne de CI/CD, vu que tu exposes le schéma via une base de données que tu startes sur Cube, je voulais juste comprendre si tu exportais les stats, quelle était finalement la qualité des réponses, puisque sans avoir le dataset dans ta base de données, comment tu estimes la qualité des réponses par rapport aux modifications de schéma et la pertinence de ce que te renvoie le modèle? Il n'y a pas de statistiques. C'est vraiment des schémas sans aucune donnée. Il n'y a pas d'explain, il n'y a rien de tout ça. Donc forcément, les réponses que tu vas obtenir sont un petit peu décorrélées de la réalité. C'est purement de la mécanique. Ton schéma ressemble à ça, ta requête devrait fonctionner si tu l'as fait comme ça. Mais sans les statistiques, sans explain, c'est difficile d'avoir une vérité absolue et ça empêche en plus ton IA de faire des hypothèses et de se confronter à la réalité. Ok, donc j'imagine que c'est quelque chose que tu veux faire dans un second temps. Je suis très frileux sur cette partie, de permettre à de l'IA de faire même un bet explain. Je suis vraiment particulièrement, vraiment très très frileux. Vraiment très frileux. Mais peut-être qu'il ne faut pas avoir peur et peut-être qu'il faut y aller. Mais c'est un petit peu tôt. Oui, j'ai une question sur la qualité des réponses que va te faire l'IA. Est-ce qu'elle est en corrélation avec la qualité des relectures qui vont être faites par les DBA et les pairs qui vont relire tes PR? Au début, c'était pas ouf. C'était pas quoi? Au début, c'était pas ouf, en toute transparence. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur la partie skill, travaillé sur le prompt pour essayer de mettre en lumière ce que nous, on a vu. Et des fois, on a été surpris où l'IA a mis en avant des trucs que nous, on n'avait pas vus et qui étaient avérés. Utiliser des modèles plus récents, des modèles plus gros, des modèles entraînés différemment. GPT 120, le deuxième modèle qu'on a utilisé, c'est un modèle généraliste. C'est pas un modèle pour faire du code. Donc ces recommandations, elles étaient à peu près OK. Quand on est passé sur Qwen, qui est un modèle un peu plus orienté sur la partie code, c'était déjà mieux, mais c'était un petit Qwen. C'était le 32 milliards de paramètres, le Qwen 3. On est passé à Qwen 3.5, qui a presque 400 milliards de paramètres. C'était beaucoup mieux, genre vraiment, vraiment beaucoup mieux. Et là, on est passé à Qwen 3.6 avec un skill revu et avec un prompt plutôt raffiné après 2 mois d'aller-retour et à toucher tous les curseurs. C'est vachement mieux. C'est vachement mieux. On arrive à avoir un format de sortie déterministe. On arrive à trier par niveau de priorité et les recommandations. Et pour le moment, ça tient la route. L'IA, elle est maintenant plus sévère que mon équipe. S'il y a un développeur qui vient rajouter un index, l'IA va lui mettre en bloqueur. Il faut que tu mettes le concurrent CLI. Nous, on est en mode, la base de données, c'est la deuxième version, elle est quasiment vide, on s'en fiche de mettre le concurrent CLI. L'IA devient plus sévère que mon équipe. Des fois à tort, des fois à raison.
Ok, merci, on va rester là. Je suis désolé, on n'a plus trop de temps. Donc, pause café, on a un petit quart d'heure de retard, donc jusqu'à peux midi, on répondre aura ce quart d'heure de retard. Je peux répondre aux questions pendant la pause café, si vous Voilà, voulez. et il va répondre donc aux questions. Pause café. Donc, on se retrouve à 11h15. Merci.